dans notre live TV Finance, dans votre live en ce mercredi matin. On continue à naviguer sur nos marchés financiers avec l'ensemble de nos experts, la famille TV Finance à laquelle appartient David Furcage. David Furcage que j'ai le plaisir d'accueillir ce matin en plateau pour passer au grill de notre interview Éco. Bonjour David, bienvenue à vous sur TV Finance. Je rappelle donc que vous êtes le président et même cofondateur d'iWave Capital. iWave Capital parce que vous surfez sur une vague. Cette vague, c'est celle du sentiment, de l'émotion, de la psychologie de marché sur les différentes classes d'actifs. Vous allez nous dire comment, en nous expliquant peut-être pour commencer, comment fonctionnent les grands principes de ce modèle qui a été développé par iWave Capital, un modèle, je crois, calibré pour chaque classe d'actifs. Oui, effectivement, ce qui nous intéresse chez iWave Capital, c'est la psychologie des marchés financiers et notamment la manière dont évolue l'émotion des marchés qui est sujet à parfois excès ou alors ou à peur. Et il est important en fait dans les marchés actuels, et notamment depuis les années 2000, d'avoir une très bonne appréhension de la manière dont évolue la psychologie des marchés financiers qui compte pour 90% de l'évolution des prix, qui sont d'ailleurs très peu efficients au sens financier du terme. Alors comment il est utilisé ce modèle de façon très concrète par vos clients? Comment votre robot advisor, c'est comme ça que vous l'appelez, induit directement des décisions d'investissement? Alors on a en fait modélisé le cycle des émotions du marché. Donc, quand un marché... 4 émotions, je crois, principales. Oui, 4 émotions principales, voilà. Il y a un modèle théorique qui stipule que selon l'évolution d'un marché, les marchés évoluent sous forme d'un cycle, une sinusoïdale, et à chaque moment de cette sinusoïde, correspond une certaine émotion. Et nous, on a résumé cela dans un graphique à 4 cadrans, en fait, qui relate l'évolution, voilà, qui relate en fait la dynamique de ces émotions, la manière dont elles passe d'un cadran à l'autre, et ce qui nous donne effectivement des points d'entrée ou de sortie sur différentes classes d'actifs, que ce soit des indices à l'échelle géographique, des indices sectoriels, les matières premières, et voilà, toute forme d'indice. Voilà. Alors on va essayer d'être concret. Vous expliquez dans votre communication que votre stratégie d'allocation, qui est basée donc sur l'analyse de la psychologie des marchés, peut constituer un bouclier contre les chocs boursiers. Est-ce que vous pouvez peut-être pour nous illustrer cette promesse? Comment cette analyse psychologique a permis d'amortir des chocs, les derniers chocs boursiers? Je pense à la crise Covid l'année dernière ou encore la baisse de marché significative enregistrée à la fin de l'année 2018. Est-ce que vous avez des exemples précis? Oui, bien sûr, dans les différents cadrans qu'on voyait tout à l'heure, la manière dont gravitent en fait les différentes classes d'actifs autour d'un point central nous indique si effectivement il faut être à l'achat ou au contraire en retrait. Comme on peut l'observer sur le graphique que vous avez sous les yeux, vous avez par exemple que la Chine, enfin l'indice, le principal indice chinois, sort d'une zone un peu de désespoir en matière d'émotion. On va revenir à la situation actuelle. Et voilà, non, c'est juste pour illustrer. Et qu'à ce titre, il ne fallait pas être positionné sur la Chine, mais plutôt sur d'autres classes d'actifs qui étaient, dont les émotions étaient plus positives. Et votre prisme d'analyse, il a particulièrement le vent en poupe. Je crois en ce moment, il y a une véritable appétence pour l'analyse de la psychologie, du sentiment de marché. Vous me parliez même en préparant cette émission d'un nouveau tracker qui vient de sortir aux États-Unis et des décisions d'allocation qui sont désormais basées sur l'analyse des réseaux sociaux. Expliquez-nous. Oui, un tracker aux États-Unis qui s'appelle Buzz, BU2Z, qui a été produit récemment par un producteur de tracker et qui a fait justement le buzz. C'est ça la blague, c'est que ce tracker Buzz qui effectivement va à certains endroits vérifier la manière dont les réseaux sociaux se comportent ou commentent l'évolution des marchés, va allouer son portefeuille en fonction de la psychologie des marchés. Buzz, donc le bien nommé. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Et à ce titre, cela montre qu'il y a une réelle demande vis-à-vis de tout ce qui relève des émotions et de la psychologie des marchés et bien au-delà de ce qui relève du fondamental en réalité. Alors on va se pencher sur la situation de marché aujourd'hui si vous le voulez bien. C'est quoi aujourd'hui les facteurs macro spécifiques qui agissent sur la psychologie des marchés? Macro-spécifique, vous entendez d'un point de vue purement économique? Oui. Bon, il faut comprendre un peu l'environnement économique dans lequel nous sommes, et notamment qui a été tiré par, comme on le sait très bien, par les banques centrales, qui ont dopé en fait les principales classes d'actifs, et
ça, c'est quelque chose de très prégnant. Et ce paradigme dans lequel nous sommes fait justement que le prix des actifs n'est pas très efficient. C'est comme si vous preniez un sportif, vous le dopez à fond, et effectivement, il va réaliser de très bonnes performances. Mais si on lui retire sa perfusion, il sera complètement différent. Et le retrait de la perfusion qui est un sujet en ce moment, peut-être le début de la fin de l'administration des marchés par les banques centrales. Vous voyez d'autres choses à côté des banques centrales? Je pense à l'inflation, je pense au rallye sur les matières premières. Oui, bon, ça, comme beaucoup de commentateurs l'ont vu, il y a un retour de l'inflation. Et bon, c'est quelque chose d'assez classique qui finit par arriver et qui aura un effet nécésairement sur l'évolution des différentes classes d'actifs. Quand j'entends les marchés d'actions, les marchés obligataires, donc les taux d'intérêt et évidemment les matières premières qui tirent l'inflation à la hausse. Alors justement, ces marchés d'actions, ils sont aujourd'hui au plus près de leur plus haut historique. Des sommets, oui, mais les marchés, ils ne montent plus. Est-ce que c'est une tendance qui peut s'expliquer par l'analyse psychologique? Qu'est-ce que ça nous dit précisément? En fait, l'analyse psychologique va déterminer que les émotions sont en train de changer de paradigme et qu'à ce titre, il faut être un peu plus prudent. Est-ce qu'on est à l'approche d'un retournement de tendance aujourd'hui, selon vous? Non, alors on ne pourra pas parler de retournement de tendance. Comme l'a suggéré l'analyse précédente, les marchés sont emportés par des tendances qui sont assez fortes, donc des mouvements correctifs qui peuvent être plus ou moins profonds. C'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines, et plus ou moins rapides. Cependant, pour l'instant, il n'y a rien qui indique qu'il peut y avoir un retournement, en tout cas sur les principaux marchés actions. Alors, ce qui est intéressant et assez inhabituel, c'est que ces marchés actions, en ce moment précisément, ils sont tirés davantage peut-être par le segment value que par les secteurs de croissance, à l'image d'un Dow Jones qui progresse en ce moment plus vite que le Nasdaq. Ce désamour relatif pour le compartiment tech, il répond à quelle dynamique, quel sentiment en matière de psychologie de marché? Alors, dans l'un des slides qu'on verra tout à l'heure, le deuxième, je crois, vous pourrez observer que la tech a été boudée pendant pas mal de temps. Donc là, comme vous pouvez l'observer sur ce graphique, la tech revient d'une zone de découragement dans laquelle elle est restée ancrée pendant 1 à 2 mois et qu'elle est en train d'en sortir. Maintenant, dans le graphique que nous avons une lecture qui est à plusieurs échelles. On voit effectivement le tracé de cette dynamique des émotions, mais le fait que l'on observe en fait que sur ces courbes figurent des points rouges, ça veut dire qu'il y a l'espoir renaît effectivement, mais dans des proportions qui sont encore trop faibles pour qu'on puisse en tirer une conclusion sur un retour des techs sur le devant de la scène. Quoi qu'il en soit, on peut toujours observer qu'il y a une claire surperformance des values contre les growth, que ce soit sur le SP500 ou sur des indices qui relatent de valeurs plus moyennes telles que le Russell 2000. Donc espoir au niveau du secteur des technologies, c'est le message que vous voulez nous faire passer ce matin. Et puisqu'on élargit le spectre au-delà des actions, je ne peux pas résister, avant de vous laisser partir, à nous parler de la dynamique actuellement à l'œuvre sur les crypto-monnaies. Vous étiez justement venu nous en parler il y a quelques semaines, ici même sur ce plateau, à un moment où les crypto-monnaies battaient tous les records les uns après les autres. Vous nous expliquiez que c'est l'effet rareté qui jouait à plein, que le Bitcoin entamait sa mue d'un crypto actif à une crypto-monnaie, et puis patatras depuis la semaine dernière, baisse significative du Bitcoin, baisse encore plus spectaculaire sur les altcoins. Alors fini le potentiel quasi illimité sur les cryptos, fini la 4e révolution industrielle dont vous étiez venu nous parler il y a quelques semaines. Non, la révolution industrielle est toujours en cours, notamment sur les fintech et sur le domaine monétaire. Donc, de toute évidence, il faut plutôt être enchanté de l'évolution de ce marché, qui n'est pas encore mature, qui est encore trop, trop étroit. Et qui met d'ailleurs, c'est ça ce dont il faut s'enchanter, qui met à mal le monopole de production monétaire détenu par les banques centrales, qui est vraiment très discutable. Donc ça, c'est un fait, c'est une révolution qui est en marche, et c'est très bien comme ça. Cependant, c'est un marché étroit, comme je l'indiquais. Marché étroit qui fait que ça n'est pas une valeur refuge, comme on peut peut-être être amené à le penser parfois. Alors, sur le dernier slide qu'on présentait, ce qui est d'intéressant, notamment, c'est que le jour de la publication des statistiques américaines d'inflation, à savoir c'était le 12 mai, il y a 1 ou 2 semaines, eh bien le 12 mai, cette inflation est ressortie à 4,2%, donc elle a doublé en 2 mois aux États-Unis.
Et c'est justement le jour où l'accélération baissière du Bitcoin débute et il perd alors 13%. Voilà. Eh bien merci à vous David Furcage d'avoir répondu présent ce matin au live TV Finance. David Furcage, président, cofondateur d'iWave Capital. David Furcage que je libère tout de suite. Quant à nous, on se retrouve juste après cette ultime pause. On fera un dernier passage par la Bourse de Paris. À tout de suite, c'est juste après ça.